Le laboratoire LNCA, composé de 4 équipes, est dirigé par le professeur Jean-Christophe Cassel. 3 équipes travaillent sur l'apprentissage, la mémoire et les pathologies associées. Une équipe mène des recherches chez l'homme et 2 équipes mènent des recherches sur des modèles animaux. Une 4e équipe du LNCA s'intéresse aux mécanismes de réponse aux drogues sur des modèles de rongeurs. Aujourd'hui, Science en Tourne vous emmène à Strasbourg, au LNCA, laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives. Et j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Laurence Boutillier et Chantal Matisse, toutes les 2 directrices de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. Bonjour Chantal. Les 2 équipes dirigées par Chantal Matisse et Anne-Laurence Boutillier ont développé un intérêt scientifique commun pour les recherches sur la maladie d'Alzheimer, qui est une pathologie étroitement liée au vieillissement, à certains facteurs génétiques et aux facteurs environnementaux. Elles abordent ces études par des angles différents. Chantal Matisse et son équipe étudient les processus de mémoire et les mécanismes neurobiologiques associés qui sont altérés dans la pathologie. Notre équipe neurobiologie du déclin cognitif s'intéresse plus particulièrement aux effets du vieillissement normal et pathologique sur l'apprentissage et la mémoire chez l'animal, le rat et la souris. Et on sait de nos jours qu'il y a un vieillissement de la population en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et que ce vieillissement de la population, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça indique tous les progrès que l'on a pu faire, des progrès médicaux qui nous permettent de vivre plus longtemps. Mais ça pose aussi des problèmes par rapport au fait que les personnes âgées vont développer des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies du style des maladies du cœur ou des maladies neurodégénératives qui nous intéressent nous plus particulièrement. Et qui vont poser un problème à la fois pour les proches, d'autonomie pour la personne et aussi des problèmes de santé à la société pour financer ces aspects-là. Il est nécessaire de mieux comprendre le vieillissement parce qu'on a besoin d'informations sur ce vieillissement de façon à avoir une politique de prévention, mais également la possibilité de progresser dans les soins, voire même de guérir certaines des maladies qui se développent avec l'âge. Mais c'est également très important parce que pour chacun d'entre nous, nous aimerions bien profiter du 3e âge et on aimerait bien en profiter aussi bien dans une bonne santé physique que en ayant toute sa tête. Avec le vieillissement, nos performances d'apprentissage et de mémoire diminuent globalement dans la population et il y a certains types de mémoire qui sont plus touchés que d'autres. Et actuellement, au niveau mondial, les chercheurs s'intéressent à un type de mémoire tout particulièrement qui est la mémoire du détail. C'est une mémoire qui est extrêmement intéressante et importante pour nous, pour la vie de tous les jours, dans le sens où elle nous permet de différencier des événements qui nous arrivent au fur et à mesure de notre journée, au niveau quotidien, avec une vie quotidienne. Nous sommes toujours dans les mêmes endroits, on interagit toujours avec les mêmes personnes, globalement, avec les mêmes objets. Et de façon à différencier ces différents épisodes de notre vie, il va falloir avoir une excellente mémoire du détail. Cette mémoire du détail, elle est affectée au cours du vieillissement et elle peut poser problème pour s'organiser, organiser une rencontre avec des amis, organiser un voyage. Ça peut être un handicap. Comment teste-t-on donc cette mémoire épisodique? Eh bien, on le teste chez l'homme dans une sorte de jeu vidéo. Ce jeu vidéo consiste à montrer plusieurs images successivement, faire une pause et ensuite remontrer les mêmes images, sauf qu'il y aura des détails qui auront changé, plus ou moins importants pour chacune des images. Donc au début, on donne comme instruction de bien regarder les objets qui vont défiler. À la fin de la série d'objets, on demande à la personne de dire si l'objet a été déplacé ou pas. Là, vous avez pu remarquer que l'arrosoir a été déplacé pratiquement d'un bord de l'écran jusqu'à l'autre bord, donc un gros déplacement.
Ce type de déplacement, les personnes âgées comme les jeunes arrivent très facilement à le détecter et il y a toutes les chances pour qu'ils répondent « cet objet a été déplacé ». Par contre, pour cette balle de tennis, c'est beaucoup plus difficile de détecter ce tout petit déplacement qui a été réalisé sur l'écran. Et là, en principe, il y a toutes les chances pour que les jeunes disent « oui, effectivement, j'ai détecté un déplacement », alors que les personnes âgées, la plupart d'entre elles n'auront pas pu le détecter. Donc c'est grâce à cette différence entre des déplacements plus ou moins importants, à un moment, certains des déplacements relativement discrets ne vont pas être détectés et on aura une baisse de performance chez les personnes âgées. Alors des recherches actuellement, notamment aux États-Unis, ont été réalisées et il y a une équipe de Californie qui a montré les performances de mémoire du détail en fonction de l'âge. Ils ont pu étudier ça chez l'homme au cours du vieillissement normal, c'est-à-dire que toutes les personnes étaient en bonne santé, pas de soucis, et ils ont passé le test et voici les performances des personnes au fur et à mesure de l'âge, entre 20 et 39 ans, 40, 59 ans, 60, 74 ans, 75, 89 ans. Et là, on peut remarquer qu'il y a une baisse extrêmement rapide des performances, puisque déjà dans la tranche de 40-59 ans, nous avons perdu une partie de nos performances de mémoire de détail. Les mêmes équipes ont continué à travailler en utilisant toujours ce même test et ils ont regardé qu'est-ce qui pouvait se passer pendant la maladie d'Alzheimer. En fait, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que dans une population que l'on appelle MCI, cette population est une population, une sorte d'antichambre de la maladie d'Alzheimer, avec des personnes qui ont un risque beaucoup plus grand que la normale pour développer une maladie d'Alzheimer. Et là, on peut voir que leurs performances sont vraiment encore plus faibles que des personnes âgées en bonne santé. On a mis au point un test équivalent chez la souris et voici les résultats que nous avons obtenus avec elle. Et on peut remarquer que ces performances de mémoire de détail qu'on a mesurées dans notre test à différents âges, alors bien sûr ici pour les souris c'est 3-4 mois ou 6-8 mois, 9-12 mois, 16-17 mois, 20-22 mois, eh bien on peut remarquer qu'il y a une même courbe avec une baisse très rapide de ces performances au cours de l'âge et au cours du vieillissement chez la souris. Actuellement, nous sommes même en train de regarder dans des modèles de maladie d'Alzheimer chez la souris s'il n'y a pas aussi une baisse extrêmement marquée, comme chez l'homme, de performance de la mémoire du détail chez ces animaux-là. Donc cette diminution des performances est liée à une altération de certaines structures du cerveau au cours du vieillissement. Alors quelles sont ces structures ? Eh bien, en imagerie, chez l'homme, on a pu marquer le fait que ce soit l'hippocampe en particulier, qui apparaît ici en violet, qui est impliqué dans cette mémoire du détail. On peut voir sur la coupe coronale qui est juste en dessous, on peut voir la toute petite structure de l'hippocampe qui est représentée ici en noir et violet et un peu agrandie parce qu'elle est bien petite chez l'homme. Eh bien, la souris a exactement la même structure, l'hippocampe, mais par contre, il prend beaucoup plus de place dans son cerveau, comme on peut le voir en bleu ici. Et lorsque l'on regarde sur une coupe coronale, cette fois-ci de cerveau de souris, on peut voir que cette structure ressemble beaucoup à celle de l'homme et on retrouve encore une fois ce petit gyrus denté, plus spécifiquement ici, qui est extrêmement important donc pour cette mémoire du détail. Ce gyrus denté a pour particularité d'être un des rares endroits dans le cerveau de la souris, mais aussi de l'homme, où on peut produire tout au long de notre vie, on est capable de produire des nouveaux neurones. Ces nouveaux neurones, on peut les voir, par exemple ici, on peut les colorer de façon à les visualiser ici chez la souris. On peut voir en vert les tout jeunes neurones parmi les plus anciens qui sont en bleu tout autour. Et on voit leur prolongement qui montre que c'est des jeunes neurones en plein développement. Ce sont ces neurones-là qui sont extrêmement importants pour cette mémoire du détail. Donc il faut absolument manipuler les objets avec des gants parce que les souris, elles sentent tout. Elles sont
excellentes à détecter les odeurs. Il ne faut pas que ça leur donne des indices. Quand on fait le test chez la souris, on utilise les appareils suivants. Ici, un open field, où on appelle aussi champ ouvert. C'est une grande enceinte d'1 mètre sur 1 mètre. Et on utilise aussi des objets qui ne sont pas trop attirants pour la souris, ni trop, ne leur fait pas trop peur. Et ils ont été sélectionnés exprès pour ce genre de tâche. C'est un test d'exploration d'objets. Donc le principe pour la souris, ça va être de faire 2 essais. Un premier essai avec ces 2 objets. Et lors du deuxième essai, on va déplacer de façon plus ou moins importante un des 2 objets. Soit un tout petit déplacement, soit un peu plus grand, soit un très très grand déplacement. Et on va en quelque sorte poser la question lors d'un deuxième essai. On va lui poser la question, est-ce que tu as remarqué ce déplacement d'objet? Alors si c'est un tout petit déplacement, il est possible que la souris, même jeune, n'y arrive pas. Par contre, il y a certaines distances où des souris jeunes arrivent à détecter le déplacement et pour les très gros déplacements, les souris jeunes comme les souris vieilles arrivent à détecter. Alors comment la souris nous parle? En fait, c'est tout simplement basé sur le fait de la tendance naturelle des rongeurs, que ce soit le rat ou la souris, d'explorer beaucoup plus un objet qui a été déplacé par rapport à un objet qui n'a pas été déplacé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la souris va explorer beaucoup plus, si elle a remarqué un déplacement, beaucoup plus l'objet déplacé que l'objet non déplacé. Et on mesure ça, nous, avec des chronomètres. Voilà, dès qu'ils ont peur, dès que la souris est un peu anxieuse, dès qu'il y a un stress, la souris a tendance à longer les murs de nouveau. Ça, c'est son refuge, en quelque sorte. Et ensuite, au fur et à mesure qu'elles prennent de l'assurance, elles vont commencer à aller plus au milieu, explorer les objets, etc. Mais c'est pour ça que je travaille dans aussi peu de lumière. Hein. C'est pour les rassurer complètement, pour qu'elles explorent les objets, parce que sinon je n'ai pas de réponse. Et ça, c'est vraiment un gros problème, quoi. Il faut qu'elles me parlent, et elles me parlent par leur comportement, en fait. Donc ça, c'est un exemple où on va remettre une souris, où on n'a pas déplacé cet objet-là, mais on a déplacé celui-ci. Et vous allez voir que la souris, très rapidement, va se concentrer beaucoup plus sur cet objet-là que sur celui-ci. Donc je vais lancer. Donc vous voyez le comportement caractéristique de la souris qui longe d'abord les murs avant de s'approcher. L'objet, ah là, ça c'est l'objet, ça c'est celui-ci qui a bougé. Un petit peu, mais beaucoup plus cet objet. Vous avez vu, vraiment, la souris nous parle même comme ça, sans prendre de mesure. On voit qu'elle va faire beaucoup plus de reniflement sur l'objet qui a été déplacé que celui qui n'a pas été déplacé. Anne-Laurence Boutillier et son équipe étudient les mécanismes moléculaires associés à différents types de mémoire dans le cerveau, comment ces mécanismes sont altérés dans la pathologie et finalement, comment les réactiver chez l'animal malade. Au laboratoire, nous nous intéressons aux possibilités qu'il y a à augmenter la plasticité cérébrale en modifiant l'épigénome. Alors ceci est intéressant parce que ça pourrait conduire vers de nouvelles thérapies pour la maladie d'Alzheimer. Alors qu'est-ce que l'épigénome ? Eh bien, dans nos cellules, l'ADN est vraiment compacté pour pouvoir rentrer dans ce noyau. On voit ici le noyau cellulaire. Et le génome humain, en fait, contient 3 milliards de paires de bases et code pour environ 22 000 gènes. Donc, tous ces gènes sont sur cet ADN. Et cet ADN, en fait, n'est pas nu comme on le voit ici, mais il est enroulé autour de protéines bien spécifiques qui permettent un état de compaction. Cet état de compaction est vraiment important puisque d'une part, il va permettre à l'ADN d'être dans le noyau, mais il est important puisqu'il va falloir rendre la possibilité de transcrire des gènes. Alors il est important que dans le noyau, tous les gènes ne soient pas hyper compactés de la même façon. Par exemple, dans une cellule hépatique, on aura besoin de certains enzymes du foie. Donc les gènes qui codent pour ces enzymes seront alors dans une structure plus ouverte de l'ADN. Dans un neurone,
on aura besoin que ces enzymes-là, ces enzymes du foie, ne soient pas exprimées. Alors ces gènes seront très compactés et il n'y aura pas moyen de les exprimer. Alors comment se fait cette compaction et cette décompaction de l'ADN? Eh bien c'est grâce à ces petites protéines qui sont dans les nucléosomes. Ce sont les protéines histones. Vous voyez des histones ici, l'ADN est enroulé autour de ces histones et l'épigénome, en fait, comprend toutes les modifications chimiques qui modifient soit directement l'ADN, soit les protéines histones. Donc, en amenant des modifications sur ces protéines histones ou sur l'ADN, on va ouvrir ou refermer l'ADN. C'est une vue un petit peu schématique, mais globalement, ceci permet d'impacter sur la régulation de l'expression des gènes. Alors c'est très intéressant au niveau thérapeutique. Pourquoi? Parce que ces modifications finalement sont pharmacologiquement modulables. Ces enzymes qui vont permettre les modifications chimiques sont très spécifiques et on va pouvoir fabriquer des molécules qui seront soit des activateurs, soit des inhibiteurs. Donc on pourra ouvrir et fermer des parties de l'ADN spécifiques pour coder certains gènes. Alors quand est-ce que les neurones ont besoin de modifier l'expression des gènes? Eh bien j'ai représenté ici un neurone. Vous voyez, le neurone est une cellule très différenciée. Il possède comme toutes les cellules un corps cytoplasmique avec le noyau, mais il a aussi des dendrites qui amènent le signal et puis le signal repart par l'axone qui va se connecter sur un autre neurone par exemple. Cette communication entre les neurones est appelée les synapses. Donc voici une synapse qui est grossie sur ce schéma. Vous voyez qu'on a des vésicules de sécrétion qui contiennent des neurotransmetteurs dans ces synapses. Ces neurotransmetteurs, suite à l'activité électrique, vont être relargués dans la fente synaptique et le neurotransmetteur pourra agir sur le neurone suivant par l'intermédiaire de récepteurs postsynaptiques. Et c'est comme ça que les neurones communiquent les uns avec les autres. Donc si l'on regarde de plus près par des techniques plus fines d'imagerie, on voit apparaître sur les dendrites plein de petits bourgeonnements. En fait, ces bourgeonnements sont des épines dendritiques et elles répondent au signal. Donc lorsqu'un signal arrive sur le neurone, les petits bourgeonnements ici vont pousser en quelque sorte et par imagerie biphotonique, on peut les mettre en évidence en temps réel. On voit l'apparition de petits bourgeonnements qui vont permettre de fabriquer en fait ces synapses. Si l'on regarde en fait les dendrites vont se connecter à d'autres neurones et ce sont les bourgeonnements qui vont être électriquement actifs, donc qui vont pouvoir être excitables, qui vont permettre à un neurone à se connecter à un autre neurone et c'est comme ça qu'on va avoir un réseau neuronal et c'est comme ça qu'on pourra avoir finalement une trace mnésique qui pourra persister dans le cerveau. Donc on retrouve ces séquences d'apparition de bourgeonnements et pour que ces bourgeonnements arrivent, pour que ces épines dendritiques puissent se faire, en fait il faut de nouvelles protéines, il faut la synthèse de récepteurs, etc. Et pour cela, eh bien, il faut retourner au noyau puisqu'il va falloir en fait exprimer des gènes. Donc on retourne dans notre chromatine qui est dans le noyau, les gènes qui sont enroulés dans des structures plus ou moins ouvertes et au moment où il va falloir synthétiser par exemple tel ou tel récepteur pour refournir l'épine dendritique pour qu'elle soit active, eh bien il va falloir exprimer des gènes. Donc tout au long de la vie finalement les neurones doivent maintenir leur fonction et surtout leurs propriétés. Et un exemple typique, c'est que la transcription est nécessaire pour former et consolider des souvenirs sur le long terme. Sur le long terme, il faut absolument que les réseaux neuronaux se forment et que les neurones puissent communiquer entre eux. Alors finalement, la formation de la mémoire à long terme va reposer sur la transcription des gènes, donc l'ADN qui est transcrit en ARN qui va refaire des nouvelles protéines, comme je l'ai dit auparavant, des protéines de structure, des enzymes, des récepteurs, etc. Cela se passe dans plusieurs régions du cerveau. Donc ça, ce sont des notions un petit peu plus compliquées sur la consolidation, on appelle ça la consolidation des systèmes. En fait, les différents types de mémoire mettent en jeu des circuits et des structures spécifiques du cerveau qui travaillent en interaction. L'hippocampe est le siège de la mémoire, est vraiment un siège important de la mémoire. Il ne travaille pas tout seul, il est en interaction avec d'autres structures du cerveau, le cortex frontal, le striatum. Nous travaillons aussi sur des noyaux thalamiques au laboratoire. Et c'est cette interaction entre les différentes structures du cerveau qui va permettre la consolidation à long terme d'un souvenir. Donc la transcription des gènes, on va pouvoir finalement la regarder dans différentes structures de tissu cérébral. Alors que se passe-t-il dans les maladies neurodégénératives? Certains programmes génétiques sont altérés. Donc la plasticité cellulaire est également altérée. Donc
en gros, ce que je veux dire, c'est que la communication entre les cellules va mal fonctionner parce que certains programmes génétiques sont en fait altérés. J'ai mis une image ici d'un modèle animal sur lequel nous travaillons en collaboration avec les docteurs Buet et Bloom à Lille. Ce sont des animaux qui présentent une tauopathie. C'est un marqueur retrouvé dans la maladie d'Alzheimer. Vous voyez ici une accumulation, un agrégat de protéines tau dans les neurones hippocampiques de la région CA1. Eh bien, ces accumulations provoquent en fait des altérations, évidemment dans ces neurones, mais dans les neurones aux alentours également. Et dans l'hippocampe, on retrouve une altération de la transcription. Donc le but de nos études, c'est en fait d'essayer de voir si en modifiant l'épigénome, on peut rétablir l'expression de plusieurs gènes nécessaires à cette plasticité. C'est-à-dire qu'on va modifier ces fameuses histones et l'ouverture ou la fermeture de l'ADN, comme je vous l'ai montré auparavant, dans le but de changer la transcription de certains gènes et dans le but d'installer plus de plasticité. Nous possédons justement au laboratoire une molécule. Nous travaillons sur cette molécule en collaboration avec un laboratoire indien dirigé par le professeur Kundu à Bangalore. Donc cette molécule, c'est une molécule qu'on appelle CSP-TTK21 qui en fait est dérivée de l'huile qui est présente dans la coquille noix de cajou. Pas tout à fait dans la coquille, mais entre la coquille et l'amande. Donc il y a une huile dans laquelle il y a un composé qui a été finalement modifié structurellement et qui forme maintenant ce qu'on appelle CSP-TTK21. Donc que se passe-t-il lorsque l'on injecte CSP-TTK21 à des souris? Eh bien, sur des souris normales, nous avons pu montrer que l'injection de CSP-TTK21 en fait permettait d'accroître et d'améliorer la survie des nouveaux neurones générés dans l'hippocampe. Ici, l'hippocampe et les nouveaux neurones sont marqués ici en rouge. On voit une très grande arborisation de ces nouveaux neurones et leur survie est accrue grâce à la molécule. Nous avons injecté cette molécule dans un modèle de souris présentant une tauopathie, celle que je vous ai montrée sur la diapositive d'avant. Eh bien, nous montrons que cette molécule est capable d'augmenter les performances mnésiques de ces animaux. Et finalement, eh bien, nous montrons aussi que l'injection de cette molécule chez les souris qui présentent une tauopathie favorise l'apparition d'épines dendritiques. Donc finalement, ce modulateur de l'épigénome favorise la plasticité neuronale sur plusieurs critères, sur plusieurs effets neurobiologiques, la mémoire, les épines dendritiques, la neurogénèse adulte. Et ce que nous cherchons en même temps, en parallèle, c'est de comprendre les mécanismes moléculaires qui permettent cette activation de plasticité neuronale. Donc comment l'épigénome est-il modifié ? Et quelles sont les modifications que l'on observe sur les gènes. Comment détecter ces altérations moléculaires? Eh bien, nous possédons au laboratoire de nombreuses techniques qui permettent de mettre en évidence la machinerie moléculaire des neurones. Principalement, au laboratoire, nous étudions l'analyse des protéines par Western blot et l'analyse de l'expression des gènes par RT-qPCR. Et maintenant, Amélie, une doctorante du LNCA, va vous présenter ces deux techniques. Expliquer comment, à partir d'un tissu cérébral, on peut détecter des changements moléculaires, à la fois chez un animal qui exprime une pathologie, mais également chez un animal qui a effectué un apprentissage. Commençons par le Western blot qui permet donc de détecter des changements protéiques. À partir d'un tissu cérébral, on obtient un lisa cellulaire qui est déposé sur un gel. Après différentes étapes, le gel est déposé sur cette cassette et cette machine nous permet donc de voir le résultat final. Voici un exemple. Les taches que vous voyez correspondent à la protéine qui a été spécifiquement marquée grâce à un anticorps. La taille des taches est proportionnelle à la quantité de protéines initialement présente dans l'échantillon. Le groupe à gauche correspond à des souris contrôle dont on voit par l'intensité des taches qu'elles expriment fortement la protéine par rapport au groupe de droite qui correspond à un groupe de souris malades. En fait, ce que nous avons dosé, c'est une modification de l'épigénome qui correspond à l'acétylation des protéines histones. Rappelez-vous ces petites modifications chimiques qui contrôlent l'enroulement de l'ADN. Ce que nous essayons de faire au laboratoire, c'est de rétablir l'expression de ces protéines dans le cerveau des souris malades, par exemple grâce à la molécule CSP-TTK21. Passons maintenant à la deuxième technique qui est la PCR quantitative. La deuxième technique que nous allons voir est donc la PCR quantitative. Cette technique consiste à amplifier un gène spécifique à partir de son ARN pour étudier son expression. Les échantillons sont disposés dans cette plaque qui est placée dans la machine.
À la fin du programme, on obtient différentes courbes, une pour chaque échantillon, qui nous renseigne sur la qualité de la réaction qui a eu lieu, mais également sur la quantité de l'ARN initialement présent dans l'échantillon. Finalement, on obtient une évaluation quantitative de l'expression de ce gène dans chaque échantillon sous forme d'histogramme. On peut par exemple constater que dans cet échantillon, l'expression du gène est plus forte que dans celui-ci. Cela pourrait par exemple être l'effet de la molécule CSPTTK21. Grâce à ces deux expériences qu'Amélie vous a présentées, nous avons pu mettre en évidence que notre modulateur de l'épigénome, CSPTTK21, était capable d'activer une modification épigénétique, l'acétylation des histones, dans une pathologie neurodégénérative et d'augmenter l'expression de certains gènes. Finalement, nous voyons que dans le cerveau, le vieillissement normal ou pathologique provoque une baisse de plasticité et des déficits mnésiques. Nous avons vu qu'avec une molécule qui modifie l'épigénome, ici les acétylations des histones, qui est donc favorable à l'ouverture de la chromatine sur des sites précis, on augmente aussi la plasticité neuronale et la mémoire. Il est très intéressant de noter qu'un mode opératoire connu depuis longtemps, qui consiste à enrichir le mode de vie au niveau environnemental et au niveau social, est très bénéfique sur ces mêmes critères de plasticité et de mémoire. L'enrichissement de l'environnement consiste à ajouter de nombreux jouets dans les cages. Ces jouets apportent de la nouveauté en fait, des espaces de découverte, des possibilités de se cacher, etc. Et l'enrichissement social se fait en regroupant les cohortes d'animaux par une dizaine au lieu de 1 ou 2 animaux habituellement dans les cages. Les cages sont aussi plus grandes et offrent plus d'espace pour se déplacer. Eh bien, on sait depuis longtemps que ce protocole est efficace non seulement au niveau du vieillissement normal, mais aussi retarde l'apparition des maladies neurodégénératives. Récemment, il a été montré que l'enrichissement influait aussi l'épigénome et on peut sans doute attribuer pour part l'effet bénéfique de cet environnement à ces modulations. Je finirai par une note positive, et spécialement dans nos sociétés qui vieillissent, c'est que la plasticité est modulable tout au long de la vie. Des études récentes menées au laboratoire montrent que l'enrichissement, même tardif, c'est-à-dire lorsqu'on applique l'enrichissement seulement à partir de 18 mois et jusqu'à 24 mois, sachant qu'un rat ou une souris vit généralement 24 à 26 mois en laboratoire, eh bien ce type d'enrichissement est encore efficace sur les capacités mnésiques et sur la plasticité du cerveau chez ces vieux rats. Nous montrons au laboratoire qu'il est également possible de moduler l'épigénome et l'expression des gènes avec un enrichissement tardif de ce type. Donc en fait, il n'est jamais trop tard et on peut tout au long de sa vie moduler la plasticité et les capacités cognitives, alors plus ou moins efficacement, mais l'enrichissement y contribue. L'enrichissement est quelque chose que l'on peut transposer à l'homme, puisque l'on sait déjà que lorsqu'on a une vie qui est bien remplie, où tout au long de notre vie, on a eu des activités enrichissantes, qu'on a un niveau social et un niveau d'éducation relativement haut, on a tendance à avoir des pertes de mémoire beaucoup plus tardivement et elles sont reculées. Et en plus, du coup, il y a des recherches qui se font pour que les personnes âgées suivent des programmes de façon à s'entraîner pour au minimum maintenir leur performance de mémoire, voire même parfois les améliorer. Et donc pour les populations plus jeunes, nous vous encourageons à avoir beaucoup d'activités intellectuelles, à bien travailler à l'école pour avoir un bon niveau social, et toutes ces choses vont faire en sorte que normalement vous devriez reculer tout problème de mémoire le plus longtemps en tout cas possible. C'est un avantage au départ. Nous avons été ravis de vous accueillir ici au LNCA. J'espère que tout ce que vous avez vu vous a intéressé. Et maintenant, nous vous proposons de nous poser des questions sur le sujet. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Merci.